Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, comment définir le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux chevaliers, à la peste et aux rois qui se prennent des linteaux de porte, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période historique de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais il y a autant de réponses à cette question que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion médiéviste, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Élodie et les parfums à la fin du Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous enregistrons cet épisode à la médiathèque bibliothèque Le Châtenay-Malabry qui fête ses 20 ans. Et pour fêter l'événement, eh bien, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes en public. Un public de folie. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de recevoir pour cet épisode Élodie Pierrard. Bonjour Élodie. Bonjour. Élodie, donc tu es doctorante à l'université de Tours, donc alors au laboratoire CESR et tu travailles donc sur un programme de recherche Léo, c'est ça ? Oui. Tu nous en parleras si tu veux. Tu es sous la direction de Bruno Loriou et donc depuis 2022, tu fais une thèse sur le sujet les parfums du corps en France entre 1350 et 1500. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la place des parfums dans la société médiévale qui est marquée par la peste, mais où les parfumeurs professionnels n'existent pas encore. On va parler donc avec toi Élodie de comment tu étudies les parfums à travers les aspects thérapeutiques, les utilisations et bien sûr à travers les manuscrits parce qu'on aime bien parler manuscrits dans ce podcast. C'est un gros programme. Mais d'abord, première question un petit peu rituelle dans Passion médiéviste. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Alors déjà en master, j'avais travaillé sur un sujet qui était en rapport avec l'histoire du corps. Ça concernait la cérémonie des oiseaux, donc dans l'espace français, 14e, 15e siècle. C'est quoi la cérémonie des oiseaux ? Alors ça se passait pendant les banquets. On apportait un oiseau noble, donc comme un paon, un cygne, et les assistants devaient prêter des vœux dessus. Donc ça pouvait être des vœux de chevalerie, des vœux de courtoisie, des vœux d'amour. Et ça avait une forte valeur en fait idéologique à l'époque, qui était notamment liée aux croisades. D'accord, c'est vrai que dans l'épisode sur le livre de recettes, on avait parlé des recettes autour des oiseaux. Donc tu as fait ça en master ? Oui, c'est donc du coup c'était déjà lié à l'histoire du corps. Ça m'a permis d'aborder en fait les représentations culturelles des pratiques et aussi leur matérialité concrète, donc avec les gestes, tout ce qui était consommé. Et ça m'a permis aussi d'aborder les valeurs idéologiques, culturelles. Et c'est quelque chose qui se retrouve en fait avec l'étude du parfum, qui était comme l'alimentation, qui est liée à mon sujet de master, en fait porteur de valeurs qui étaient à la fois idéologiques et culturelles. Et en fait, le parfum, c'est un objet d'histoire qui est vraiment multidimensionnel. On peut aborder l'histoire des techniques, l'histoire de la médecine, aussi l'histoire des sens, des représentations, de l'imaginaire. Donc c'est vraiment un objet qui est vraiment très riche, c'est ce qui m'a plu dans le parfum. Et ça reflète en fait les mutations, les rapports au corps d'une société, les valeurs qu'elles avaient, des sociétés et les époques dans lesquelles les parfums étaient produits. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans le parfum, c'est vraiment l'approche très large qu'on peut avoir. Mais je me dis, un sujet comme ça n'a pas déjà été étudié ? Alors, le sens de l'odorat lui-même a été assez déprécié pendant un certain temps. Il était considéré comme nuisible à la vie sociale. Freud, par exemple, parlait de l'odorat comme un sens qui était lié à l'animalité. Et les parfums, surtout les parfums liés au corps, n'étaient pas vraiment considérés comme des objets d'étude qui étaient dignes d'attention. C'est qu'à partir des années 70-80 qu'on a commencé à avoir des travaux historiques qui étaient consacrés aux parfums. On a par exemple Alain Corbin, qui est un des plus célèbres, qui a travaillé, lui, sur l'époque fin de l'époque moderne, toute dans l'époque contemporaine, en fait, et qui a montré que les parfums, durant cette période, étaient au cœur des grands bouleversements qui entouraient le corps. Donc, pour le Moyen-Âge, on a eu aussi un autre travail dans les années 90, qui était l'œuvre de Jean-Pierre Albert, qui, lui, travaillait sur l'usage religieux, en fait, avec la symbolique des aromates dans la société chrétienne médiévale. Donc, c'était à partir du crème, qui est une huile bénie, qu'on utilise toujours dans plusieurs cérémonies chrétiennes. Mais il a fallu attendre vraiment les années 90 pour que ce qu'on appelle les sensory studies, qui veut dire les études sensorielles, commencent à émerger en tant que champ d'études à part entière.
Et à ce moment-là, on a eu plusieurs études qui se sont multipliées, surtout sur l'Antiquité, et plus particulièrement, bien sûr, sur l'époque qui va du XVIIe siècle à l'époque contemporaine. Donc là, on a eu des travaux, par exemple, je pense à ceux d'Annick Le Guérer, qui est une anthropologue et historienne spécialiste de l'odorat, et du coup de l'histoire des parfums, qui a beaucoup travaillé sur la question, mais le Moyen-Âge occupe une place qui est assez réduite par rapport au volume d'études qu'elle a faites. Et dans l'histoire des parfums, quand on consulte des ouvrages, le Moyen-Âge, c'est vraiment que quelques paragraphes par rapport aux autres. Donc il y a vraiment des choses à faire. Bah oui, Alain Corbin, moi j'avais étudié ça quand j'étais, on va dire jeune. C'était le Miasme et la Jonquille, un ouvrage que je recommande totalement. Alors déjà, pour nous donner un aperçu de ce dont on va parler dans l'épisode, raconte-nous qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse en quelques mots. Je veux montrer la composition et la signification des parfums à la fin du Moyen-Âge, les valeurs dont ils étaient les vecteurs, leur place dans les changements de la culture du corps à l'époque. Et en fait, c'est montrer ce qu'il y avait avant l'explosion des livres des secrets au XVIe siècle, qui sont très connus, qui étaient des compilations de recettes qui étaient médicales, techniques et des formules magiques, qui ont commencé à être imprimées vraiment au XVIe siècle et qui contenaient beaucoup de recettes de parfums. Et moi, mon but dans cette thèse, c'est vraiment d'étudier la matérialité des parfums à l'époque, mais aussi les valeurs dont elles étaient porteuses, donc autant sur le plan social que sur le plan culturel. D'accord. Avant d'entrer en détail dans le sujet des parfums, alors déjà on va planter un petit peu le décor. J'aime bien faire ça dans Passion médiéviste, c'est important. Donc tu travailles sur les 2 derniers siècles du Moyen-Âge. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de période ? Alors les 2 derniers siècles du Moyen-Âge, c'est une période de grands changements pour l'espace occidental et l'espace français. XIVe siècle et la première partie du XVe siècle, c'était une période extrêmement troublée, avec bien sûr, on pense à la guerre de 100 ans. Oui, un détail. Enfin, franchement. Guerre civile entre Armagnac et c'est rien Bourguignon. passé du tout, non. Ouais, récession économique et démographique. Donc crise de la papauté aussi, avec le grand schisme d'Occident. Oui, donc, en fait, à la fin du XIVe siècle, il y a eu 2 papes frivoles qui ont été élus, un à Avignon et un à Rome, ce qui a posé quelques problèmes quand même. Et du coup, en fait, c'est une période aussi qui est marquée par la réapparition des grandes épidémies, bien sûr la peste. C'est aussi un moment où l'échiquier politique est redistribué. Par exemple, avec l'expansion du territoire du duché de Bourgogne, qui commençait à prendre un poids croissant vraiment sur le plan économique, politique et culturel. Mais il y avait aussi un certain dynamisme culturel et artistique. Au XVe siècle, bien sûr, il y a eu la prise de Constantinople par les Ottomans, qui a créé en fait un mouvement intensifié de transfert du monde grec vers le monde latin, puisqu'on, bien sûr, il y avait des transferts déjà avant, mais les exilés byzantins ont emmené beaucoup plus de savoir issus du monde grec ancien, et ce qui a accéléré le processus qui a conduit à ce qu'on appelle la Renaissance. Donc, premier signe de redressement dans le 2e tiers du XVe siècle, avec renforcement du pouvoir royal, reconquête du territoire, une stabilisation politique, et des grands phénomènes comme l'affirmation de la bourgeoisie. Et donc, en fait, la fin du Moyen-Âge, c'est vraiment un moment de profond bouleversement, à la fois sociaux, économiques, politiques et culturels. Et c'est une période charnière c'est très intéressant d'étudier l'évolution des parfums dans cette période-là. Oui, j'imagine. Et est-ce que tu travailles que sur la France ou un peu sur d'autres pays ? Alors moi, je travaille sur l'espace français, donc ça veut dire le Royaume de France de l'époque, mais aussi les territoires qui étaient contrôlés par les grandes principautés, donc par exemple le duché de Bourgogne, qui comportait sous Charles le Téméraire, qui était un duc de Bourgogne, un des derniers, vraiment puissant en tant que principauté autonome, ça comportait par exemple une grande partie des actuelles Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Donc c'est un petit peu plus large. Sous Louis XI, on avait encore une petite partie de la Belgique qui était rattachée au Royaume de France. Donc c'est pas exactement l'espace français qu'on connaît aujourd'hui, un peu plus large. Ou non, on va pas annexer la Belgique maintenant, il y a trop de choses à faire. Alors, donc on passe aux parfums. Donc alors les parfums, bien sûr, ils ne sont pas apparus au Moyen-Âge. Bon, j'imagine qu'on se parfumait déjà pendant l'Antiquité, non ? Oui, alors par exemple en Égypte, on connaît beaucoup de produits parfumés, par exemple des onguents, des huiles parfumées. C'était lié à l'usage religieux, puisqu'on servait en fait du parfum pour communiquer avec les divinités. Par exemple, dans les temples, on brûlait des substances odorantes pour répandre des fumées purificatrices. Bien sûr, pendant l'embaumement, les rites funéraires, ça permettait aux défunts d'accéder à la vie éternelle. Et on avait aussi des usages thérapeutiques déjà à cette époque, par exemple pour lutter contre les maladies des poumons. Et bien sûr, c'était utilisé dans les soins quotidiens et aussi comme objet de séduction. Par exemple, Cléopâtre, elle était réputée pour prendre des bains parfumés et après appliquer des huiles parfumées. En Grèce antique aussi, on a eu beaucoup de parfums qui étaient beaucoup liés aux soins du corps, donc comme les huiles parfumées qu'on connaît pour les athlètes. Et grâce à leurs comptoirs commerciaux, ils ont pu importer des nouvelles matières d'Orient, Proche-Orient surtout, pour les Grecs, par exemple l'encens. Et ils ont inventé une nouvelle technique, l'enfleurage, qui consistait à mettre des fleurs dans des vases en bronze qui étaient remplis d'huile et qui créaient des parfums liquides. Et à Rome, c'était synonyme de luxe, d'opulence, c'était lié au plaisir. Déjà avec l'expansion romaine, ça a permis d'importer beaucoup de matières dans la péninsule. Et on sait par exemple que c'était utilisé dans les thermes lors des banquets. Sous Néron, on disait qu'il y avait des banquets
où des gouttes d'essence rare tombaient du plafond et des colombes qui avaient les ailes parfumées passaient entre les invités pour les rafraîchir. Faut pas manger en même temps, hein, sinon c'est galère quand même. Alors chez les Romains, ils avaient des partières très spectaculaires de manger. Et si on avance un petit peu, le Haut Moyen-Âge, est-ce que là tu as quelques sources quand même sur le sujet ou t'as pas pu en trouver beaucoup? Alors le Haut Moyen-Âge... Donc début du Moyen-Âge. Oui, c'est la période qui va à peu près jusqu'au Xe siècle. Ouais. Donc c'est encore moins travaillé que la fin du Moyen-Âge, du côté des parfums. Mais on a quand même constaté un recul de l'usage des parfums à cette époque, donc avec la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle, et la montée du christianisme, qui en fait, à ce moment-là, le parfum était considéré comme un symbole de la frivolité du monde païen. Donc ça reculait l'usage profane au profit d'un usage religieux qui était quand même bien présent. Et au XIIe siècle, les croisades ont permis de réintroduire en fait un certain intérêt pour les substances aromatiques. Ils ont ramené des cosmétiques, des matières premières nouvelles, qu'on connaissait déjà avant mais qui avaient été un peu oubliées. Et c'est aussi à cette époque qu'il y a des diffusions d'instruments de distillation. Donc, par exemple, au XIe siècle, c'était un philosophe et médecin arabe qui s'appelait Avicenne qui avait redécouvert l'alambic, qui était déjà un procédé connu par les Grecs, mais c'est vraiment Avicenne qui a donné le nom et qui a posé les bases de l'utilisation. L'alambic, c'est une espèce de construction composée en gros d'une chaudière qu'on chauffe, qui émet des vapeurs, qui passe après dans un serpentin qui est refroidi avec de l'eau froide. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que l'alambic s'est diffusé en Occident avec la traduction de traités arabes au XIIe siècle. Oui, on voit effectivement, là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été transmises par les sciences arabes à ce moment-là. On en a parlé il y a quelque temps dans Passion médiéviste. Alors là, si on avance encore un petit peu, on va arriver justement au début de la période que tu étudies, donc 1350, et donc on a la fameuse peste noire. Il y en a plusieurs types et on voit qu'il y a eu beaucoup d'influence sur la société, mais quelle influence a eu la peste noire sur la place des parfums? Est-ce que là, on a revu un peu, les parfums sont revenus un peu à la mode à ce moment-là? Alors la peste noire, on l'avait plus vue en Occident en fait, la peste elle-même depuis le 8e siècle. Donc elle est arrivée sur les bords de la côte méditerranéenne à la fin de l'année 1347 et qui a vraiment déferlé sur l'Europe en 1348, qui a causé, on estime, entre la mort d'un quart et la moitié de la population à l'époque. Donc ça a été vraiment un grand choc psychologique et démographique. Et ça s'est installé d'ailleurs durablement puisqu'on a eu des épisodes récurrents dans les siècles suivants. Et à cette époque, les bains et les étuves, donc qui étaient les bassines dans lesquelles on se lavait en privé, ont commencé à être prohibés parce que les médecins estimaient qu'elles ouvraient les pores de la peau et que du coup, ça laissait entrer les maladies. Donc du coup, leur usage s'est vraiment raréfié parce qu'on les considérait comme dangereux. Et les produits parfumés ont pris une place importante dans les soins d'hygiène, en fait, parce que le parfum était considéré comme protecteur à l'époque contre les maladies. Ça faisait barrage à l'air. En fait, les mauvaises odeurs étaient considérées comme les vectrices des maladies. C'était par les mauvaises odeurs et les vents nauséabonds que les maladies se propageaient. Et c'est à cette époque que s'est répandu l'usage d'un instrument particulier qu'on appelle les pommes d'ambre. En fait, c'était des boules ajourées dans lesquelles on mettait des substances qui étaient parfumées sous l'état solide. Et en fait, le nom vient du fait que les plus prestigieuses contenaient de l'ambre, qui est une substance qui est sécrétée par les concrétions intestinales des cachalots. Quoi? C'est-à-dire qu'en fait, après, ils remontent à la surface et ils adoraient récupérer, ils trouvaient que l'odeur était délicieuse. D'accord, ok, je savais pas. D'accord, on apprend des choses dans ce podcast. On l'utilise toujours en parfumerie, mais beaucoup moins. Et ça vient toujours des cachalots? Bon, d'accord, pardon. Oui, ils utilisaient des substances un peu originales, mais qu'on retrouve en fait. Donc c'est un peu comme les objets notamment qu'on voit dans les églises, dans les processions, quand on diffuse de l'encens. Est-ce que c'est un peu des choses comme ça? C'est ça, mais c'était comme un pendentif en fait. On portait à la ceinture, c'était sur des chaînes, le plus souvent. Et donc du coup, ça s'est vraiment propagé, la démocratisation de ces pommes d'ambre qui étaient portées pour lutter contre le mauvais air par les temps d'épidémie. Et donc si on avance un petit peu après l'épidémie, là, alors rentrons en détail dans le sujet. Mais donc, une fois que l'épidémie était un petit peu passée, quelle place avaient les parfums donc, dans cette époque, donc dans la France, dans la société du XIVe puis du XVe siècle? Alors, les parfums étaient très présents. Je vais passer rapidement sur l'embaumement qui concerne le corps mort, qui n'est pas vraiment mon sujet, mais qui était quand même persistant pour les personnes, par exemple, des classes les plus aisées. Il y avait aussi un usage religieux qui était toujours important. Par exemple, l'onction parfumée participait en fait à conduire le fidèle a créé aussi sa part de participation dans la vie divine, parce qu'on considérait que le parfum, comme il était perceptible mais invisible, était un symbole de Dieu en fait. C'était une représentation de Dieu qui était considérée comme un être parfumé à l'époque. De toute façon, tout représente Dieu au Moyen-Âge en fait. On en a vu l'épisode sur les escargots, où l'escargot ressemblait à Jésus en fait. Bref, allez écouter l'épisode sur l'escargot, on voyait que l'escargot pouvait autant représenter une vulve que Jésus. Voilà. Donc oui, donc là, encore une autre façon d'avoir Dieu en soi, c'est avec le parfum. Voilà, c'est ça. Ça veut participer à lier l'Esprit Saint avec le fidèle. Et alors, raconte-nous quelles sont les formes du coup de parfums qui existaient à l'époque. Tu as parlé effectivement de l'objet, donc la pomme d'ambre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme parfum qu'on pouvait s'appliquer? Alors, les parfums prenaient des formes diverses. À l'époque, il n'y avait pas de distillation alcoolique, donc c'était l'huile le principal excipient, donc qui était utilisé, qui était beaucoup plus volatile que l'alcool qu'on utilise maintenant.
On avait des parfums liquides, donc des eaux parfumées, des huiles. On avait également des poudres qui étaient utilisées par exemple pour parfumer le linge, des amidons aussi pour apprêter les coiffes et les vêtements des dames qui étaient parfumés également. Ça entrait dans la composition de certains cosmétiques. On retrouve par exemple des traces d'onguents qui servaient à protéger la peau contre le vent, le soleil, qui étaient parfumés. D'autres qui étaient juste pour donner une belle couleur au teint, qui avaient aussi du parfum dedans. Des crèmes qui servaient à couvrir les cicatrices laissées par des maladies comme la variole. Ça rentre aussi dans les préparations liées à l'hygiène, donc par exemple des bains de bouche qui étaient à la menthe, ou alors des savons tout simplement, qui étaient utilisés pour laver la chevelure des dames, ou alors le visage des hommes après qu'ils se soient rasés. On a également des fumigations, qui sont des formes de parfums à l'époque, qu'on appelle des oiselets de Chypre du coup, et qui sont en fait des pâtes parfumées qu'on modelait en forme d'oiseau et qu'on brûlait après pour répandre l'odeur. Donc des formes très diverses. Les pâtes, elles étaient faites à partir de quoi du coup ? Quasiment les mêmes produits que les parfums, c'est-à-dire eau de rose, des résines. Et comment est-ce qu'on se les appliquait du coup l'huile ? Est-ce qu'on la mettait directement sur la peau ? Est-ce que c'était sur les vêtements ? Alors, on avait plusieurs formes d'application. Donc, directement sur la peau, c'était les cosmétiques, les parfums liquides, donc huile, eau parfumée. Les objets qui étaient portés à même le corps, par exemple les pommes d'ambre, mais aussi on trouve des traces de chapelet qui étaient composés de grains qui étaient remplis de musc, qui lui est une substance qui a été sécrétée par un animal qui est originaire d'Asie. Encore ? Oui. Ok. C'est pas au même endroit que c'est récupéré, mais... D'accord. Et du coup, on a aussi sur les vêtements, ils pouvaient être par exemple imprégnés de substances odorantes, comme de la poudre de violette, mais aussi lavés avec des substances qui étaient parfumées pour laisser une bonne odeur. Et aussi, on trouve certains qui étaient garnis de boutons, qui contenaient aussi du musc. Et est-ce qu'il y avait des occasions particulières pour porter du parfum dans cette période-là, ou est-ce que c'était, peut-être plus quotidien ? Alors, pour les élites, disons les catégories les plus aisées, ça semble un usage assez récurrent, donc par exemple dans les soins de beauté. Après, les pommes d'ambre, elles étaient spécifiquement destinées au temps d'épidémie, donc un usage particulier. Et le repas était un moment dans lequel entrait en jeu l'application de substances qui étaient parfumées, puisque avant et après chaque repas, les participants se lavaient les mains, souvent avec des eaux parfumées, et donc ça laissait une bonne odeur tout en nettoyant. Et on en trouve dans la mise en scène de plusieurs banquets. Je pense par exemple au banquet dit du Faisan, qui a eu lieu à Lille, organisé par le duc de Bourgogne en 1454. On trouvait dans la décoration de la salle des fontaines d'eau de rose, une en forme d'enfant. Bah justement, tiens, je veux bien qu'on s'attarde un petit peu là-dessus parce que tu as commencé à le dire, mais ces parfums, qu'est-ce qu'on a comme odeur ? Est-ce qu'il y avait des modes de parfums peut-être, à des moments où on préférait telle ou telle odeur ? Parce que tu as déjà dit, bon alors donc on a les sécrétions d'animaux là, on a aussi donc l'eau de rose, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme parfum à l'époque ? Alors vraiment, le parfum le plus répandu, c'est l'eau de rose, qui rentre dans beaucoup de compositions. En même temps, c'est une très belle odeur, donc je comprends, mais oui. Elle a été utilisée pure aussi, mais du coup on a aussi les sécrétions animales, donc avec le musc, l'ambre, la civette aussi, qui était sécrétée par un autre animal. La civette ? C'est quoi la civette ? Alors c'est une substance animale qui est sécrétée par un mammifère qui vient d'Asie et d'Afrique, qui a été récupérée au niveau de glandes qui se trouvent au niveau des parties génitales, donc c'est un peu particulier. Et c'est plutôt quoi comme odeur du coup ? Ce sont des odeurs assez fortes en fait, les substances animales. On les retrouve maintenant aussi, même si c'est plutôt des reconstitutions chimiques, et c'est mal vu assez maintenant d'utiliser des substances animales. Et qu'est-ce qu'on avait aussi comme odeur peut-être plus florale ? Alors on pouvait avoir par exemple des épices aussi, qui étaient beaucoup utilisées, comme le cumin, les clous de girofle, la cannelle, et des substances qui sont plus communes en Occident, par exemple la sauge, l'iris, la violette, la marjolaine, et parfois le nénuphar aussi, beaucoup de substances. Et est-ce qu'il y avait des endroits en France où on aimait plutôt certaines odeurs et par rapport à d'autres ? Alors pour l'instant, ça ressort pas de mes sources. Ouais. Mais c'est en même temps on a toujours un regard qui est un petit peu biaisé par ce qu'on a à disposition. Par contre, on sait que suivant les saisons et les températures, on n'utilisait pas forcément les mêmes ingrédients. On a la faculté de médecine de Paris qui, en 1348, conseillait d'utiliser pendant l'été des aromates froids. Donc par exemple les roses, les nénuphars, le vinaigre aussi. Et des aromates qui étaient considérés comme chauds à l'époque pendant l'hiver. Donc, par exemple, le bois d'aloe, tout ce qui était ambre. Oui, là, ça renvoie à la théorie des humeurs ou pas, là ? Oui, en fait, la dénomination du coup des odeurs à l'époque se faisait beaucoup en fonction de la théorie des humeurs. Donc, pour rappel, la théorie des humeurs, elle est née durant l'Antiquité et c'est une des bases de la médecine médiévale. Elle partait du principe que la santé résulte de l'équilibre entre 4 humeurs, donc on a le sang, le flegme, la bile noire et la bile jaune, et de leur qualité physique, donc le froid, le chaud, le sec et l'humide. Les maladies résultent d'un dérèglement entre tous ces éléments.
Et à l'époque, les aromates, leurs odeurs étaient décrites selon les critères issus de ces théories des humeurs. On les décrivait à partir de leur qualité physique. Donc, en premier, c'était chaud ou froid, donc on appelait ça le premier degré. Et en deuxième degré du coup, c'était sec ou humide. Et les roses, leur odeur était décrite comme froide au premier degré et sèche au deuxième degré. Et là, tu as parlé en fait de comment les élites se parfumaient, mais est-ce qu'on a quand même des indices sur comment peut-être les autres types de populations plus basses se parfumaient aussi? Alors bien sûr, on observe surtout des traces des élites en fait. On a toujours un biais historique, mais on peut déceler certaines traces en fait d'utilisation plus large. On a par exemple un livre qui a été écrit à la fin du XIVe siècle qui s'appelle Le Ménager de Paris, qui est attribué à un bourgeois de Paris du coup, et qui décrit entre autres recettes, beaucoup de recettes de cuisine, mais également des recettes de préparation d'eau de rose. Donc là, ça s'adresse à un public qui est assez bourgeois. On a aussi pendant la peste de 1348, la consultation de la faculté de Paris, qui décrit plusieurs sortes de pommes d'ambre, donc les pommes d'ambre avec de l'ambre qui étaient vraiment réservées aux plus riches. D'ailleurs, ils disent que le prix peut être trop coûteux. Et pour ceux qui n'auraient pas les moyens de se l'offrir, ils conseillent d'autres recettes qui utilisent des éléments qui sont un peu plus accessibles, abordables. Et du coup, oui, on décèle là aussi des traces d'utilisation plus larges que ce qu'on voit dans les recettes avec beaucoup d'éléments très chers. Et on a aussi des recettes pour faire des contrefaçons d'éléments qui étaient chers. Par exemple, le musc. En fait, on mélangeait de la poudre qui était soit du pain brûlé, soit du sandbouc brûlé, ou alors du quoi? Du sang de quoi? Du sandbouc, de la poudre de sandbouc. Ah, du bouc? Ah, ok. Oui. J'ai entendu sang de bourbe. Mais non, sandbouc, un peu bizarre. C'est dans Harry Potter, ça n'a rien à voir. Pardon, vas-y, continue. Donc on pouvait falsifier aussi les odeurs. Oui, on a aussi de la civette, par exemple, qui était faite avec des raisins, du fiel de bœuf. Et de l'eau de rose notamment, avec d'autres ingrédients. Et est-ce que, tu l'as dit un petit peu, tu peux nous raconter comment est-ce que les gens décrivaient les odeurs à l'époque? Parce que j'imagine, ils ont peut-être pas les mêmes mots que nous, donc là tu as commencé à le dire déjà avec la théorie des humeurs, mais est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter de comment ils décrivaient les odeurs de cette époque-là? Alors surtout la théorie des humeurs, mais on a aussi une description des classifications des odeurs dans un ouvrage encyclopédique qui s'appelle Le Livre des propriétés des choses, qui est la traduction qui a été faite au XIVe siècle d'un ouvrage plus ancien qui date du XIIIe siècle et qui décrit 3 grandes catégories d'odeurs. Donc on a les odeurs aromatiques qui sont décrites comme des odeurs fortes et agréables, donc l'ambre, les épices. Après on a les odeurs moyennes qui elles sont moins fortes et qui ne sont agréables que si le corps qui les produit est pur. On décrit par exemple les roses, les violettes, les pommes. Et en dernier, les odeurs qui sont dites puantes, qui elles résultent de la corruption, donc tout ce qui est pourriture, qui sont dangereuses pour la santé et qu'en fait les êtres vivants fuient instinctivement. Et t'as commencé à le dire effectivement, mais là on a parlé surtout de comment le parfum pouvait être utilisé socialement, comment dans les banquets et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'usage thérapeutique des parfums? Alors l'usage thérapeutique des parfums, on pouvait les utiliser pour soigner par l'odeur. Par exemple, on conseille de respirer de la rose pour se conforter le cœur, pour reprendre ses esprits. Oh, c'est joli dit comme ça. On considère aussi que certaines substances animales, il faut les respirer aussi pour se conforter, qui sont un peu plus fortes. Voilà, et bien sûr, du coup, pour éloigner les mauvaises odeurs, c'était très important à l'époque. Et alors justement, donc là on a parlé de comment les usages, mais parlons de la fabrication, comment étaient faits donc ces parfums. Est-ce que c'était plutôt de la fabrication un petit peu maison, c'est comme on faisait son pain, on faisait son parfum. Est-ce qu'il y avait aussi de la fabrication par des professionnels à l'époque, donc plutôt 14e, 15e siècle? Alors là encore, on a une représentation biaisée, puisque en fait la plupart des gens qui écrivent travaillaient pour des gens aisés, qui fabriquaient pas leurs parfums eux-mêmes. On a par exemple les chirurgiens qui se revendiquaient la place de principal agent des soins de beauté au début du XIVe siècle, donc notamment en raison des produits assez dangereux qui étaient utilisés, comme le mercure. Alors c'est intéressant parce que, j'avais consacré il y a quelque temps un épisode sur la médecine au Moyen-Âge, où justement on a parlé de cette différence entre médecin et chirurgien, mais que justement en fait, alors il m'avait semblé, et tu vas me dire si c'est différent, que les chirurgiens s'occupaient plutôt de l'aspect mécanique et que les médecins c'était plutôt les maladies en général. Mais tu me dis que finalement les chirurgiens faisaient aussi soigner les maladies par les plantes et par les parfums? Oui, ils revendiquaient beaucoup ce rôle en fait. Ils se présentaient comme des gens qui étaient multitâches, qui pouvaient soigner, qui pouvaient prodiguer des soins qui assuraient la beauté et la santé en même temps. Donc on retrouve beaucoup de recettes liées à l'embellissement par exemple dans leurs traités. Donc, l'embellissement, c'est-à-dire épilation, fard, tout ce qui concerne les bains, les produits d'hygiène. Et les chirurgiens, ils s'occupaient de ça? Dans les traces qu'on a en fait, oui, ils revendiquent le fait de s'occuper de ça. Mais j'ai vu qu'il y avait des traces en fait de procès entre les médecins et les chirurgiens à l'époque parce que justement ils n'étaient pas d'accord de non mais c'est moi qui dois m'en occuper, ça c'est pas moi. Donc heureusement qu'on a des procès au Moyen-Âge pour savoir plein de choses. Mais donc est-ce qu'on sait aussi combien pouvait coûter un parfum pour l'élite vu que c'est les sources qu'on a, ce type de parfum, combien ça pouvait coûter? Alors ça dépendait vraiment des ingrédients.
On a des ingrédients qui sont très rares et très onéreux. Par exemple, au début du XIVe siècle, 30 grammes d'ambre, ça équivalait en fait à l'achat d'une ceinture qui était ornée d'argent. On retrouve les mêmes choses, le même prix dans les sources, les comptabilités. Oui, donc soit on perdait son pantalon, soit on sentait bon. Donc fallait faire un choix dans la vie, oui, ok. En sachant que le musc coûtait 3 fois plus cher déjà. Et que ça équivalait, on retrouve des traces d'eau de rose dans la deuxième partie du XIVe siècle qui avait le même prix que 30 grammes de musc qui n'étaient pas préparés encore. Donc ça dépendait vraiment des ingrédients. Et en fait, ils étaient vendus par les mêmes personnes qui vendaient les épices. Donc c'était vraiment des ingrédients qui étaient réservés aux catégories les plus aisées. Et est-ce qu'on a des manuscrits peut-être qui parlent de comment étaient conçus ces parfums, des recettes et tout ça? Oui, on en a. On a les chirurgiens, par exemple. Donc Guy de Chauliac, qui était chirurgien de plusieurs papes. Henri de Mondeville, qui lui était chirurgien de Philippe IV et de Louis X. Donc qui décrivent beaucoup de recettes qui sont liées aux soins de l'embellissement, en fait, qui sont intégrées dedans. On a aussi un livre qui est un traité sur les plantes et les herbes, qui s'appelle le Livre des simples médecines, qui présente des recettes à la fin du XVe siècle. En fait, c'est une traduction d'un ouvrage plus ancien qui date celui-là du XIIe, mais qui a été copié et augmenté à chaque fois. Donc, qui donne le Livre des simples médecines à la fin du XVe, qui contient des recettes d'eau de rose, par exemple. On a aussi d'autres sources, enfin, en particulier celle sur laquelle je travaille le plus, c'est un manuscrit du XVe siècle, un manuscrit d'apothicaire, qui est conservé aux archives départementales de la Sarthe, qui contient beaucoup de recettes, que ce soit de cuisine, vin, confiture, mais aussi des préparations parfumées. Et donc là, on retrouve des parfums, des oiseaux de chypre. C'est vraiment une source très riche, c'est ma principale en fait. Bah tiens, justement, alors dans Passion médiéviste, on aime bien parler de ça. En fait, une fois qu'on a parlé du sujet, c'est aussi parler de comment est-ce que toi, tu travailles sur tes recherches. Alors déjà, comment ça se passe ta thèse? Est-ce que ça se passe bien? Oui. Pour l'instant, ça se passe très bien. Je sais que normalement, il ne faut pas trop la poser, cette question, aux doctorants. Ça peut être compliqué parfois. Toi, tu arrives à avancer dans tes recherches? Oui, ça va. Pour l'instant, je trouve des sources. Du coup, je travaille sur des sources assez diverses. Ouais. Donc, en plus de tout ce que j'ai cité, l'ouvrage encyclopédique, traité sur les plantes et les herbes, les chirurgiens, mon manuscrit du XVe siècle. J'ai aussi des inventaires, des comptabilités, la consultation de la faculté de Paris pour la peste de 1348. Et du coup, j'ai aussi des manuels de commerce pour récupérer les prix qui étaient produits parfumés, et la littérature romanesque pour analyser les discours sur les parfums à l'époque. Je veux bien que tu nous en parles un petit peu de ça, parce qu'effectivement, là, on a parlé très pratique et tout ça, mais tu étudies aussi la conception du parfum dans ce genre de récit? Oui, moi, j'utilise le roman de la rose, bien sûr, qui est un long poème qui a été écrit au XIIIe siècle par 2 auteurs, qui est un récit allégorique d'initiation à l'amour, qui était une des œuvres profanes les plus diffusées à la fin du Moyen-Âge, et qui, par exemple, fait s'éveiller l'amour à l'odeur de la rose. Donc la rose occupe une place importante, mais qui est assez ambiguë, parce qu'on n'en parle pas forcément en détail, surtout l'odeur des corps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme récit qui parle d'odeur au Moyen-Âge? Alors on a par exemple les moralistes, qui en parlent un tout petit peu. En fait, ça a une place très particulière, le parfum, dans la littérature de l'époque. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas vraiment. Ça fait l'objet d'un silence. Par exemple, quand on silence carrément. Oui, quand on décrit les toilettes des femmes dans des romans, c'est très détaillé. On parle de la coiffure, des perles qui étaient portées, de la couleur, la fourrure, mais pas du tout de l'odeur. En fait, il y a vraiment silence là-dessus. Même les moralistes, qui condamnaient par exemple les vêtements, les maquillages dont on userait les coquettes pour tromper la nature, ne parlent pas du parfum. Ou très rarement, ils parlent de l'odeur nauséabonde des cadavres. En fait, c'est vraiment à la mort qu'on différencie la bonne personne de la mauvaise par l'odeur notamment. Est-ce que tu as aussi là tu as parlé des moralistes, mais on a parlé qu'au début du Moyen-Âge, l'Église essaie de condamner ce rapport au parfum, mais est-ce que tu as aussi le point de vue de l'Église sur ce regain d'intérêt pour le parfum? Alors le parfum occupe vraiment une place qui est particulière, et l'odorat aussi, à la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire que la bonne odeur, c'est censé montrer en fait une personne qui est pure. Donc c'est difficile à condamner dans ces conditions-là. Et en plus, les mauvaises odeurs, c'était vraiment des choses qui étaient très craintes à l'époque, parce que c'était porteur des maladies en fait. Et du coup, condamner les parfums, ça posait un petit peu problème, parce que si on sentait mauvais, eh bien ça veut dire qu'on était quelqu'un qui était soit corrompu moralement, soit physiquement. Et vraiment, à cette époque, disons que on considère que le corps, naturellement, émet une mauvaise odeur. L'humain se différencie des êtres qui sont élus par la mauvaise odeur. Donc, en fait, on ne peut pas cacher la mauvaise odeur, sauf par les parfums. Ce qui explique peut-être une partie du silence qui entoure les parfums. C'est sa position qui est très, disons, entremêlée avec d'autres valeurs. Et dans tes recherches, du coup, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu vas du coup dans plein de centres d'archives partout en France? Parce que si tu travailles sur l'espace français, mais tu dois être tout le temps en itinérance pour trouver toutes les archives. Alors ça dépend, parce qu'on a beaucoup d'archives numérisées. Donc ce qui est Vive pratique. Gallica, on remercie Gallica et tout ça. Et on a aussi certaines sources qui sont déjà en fait sous la forme d'édition critique, donc ce qui facilite la tâche. Donc qui ont déjà été retranscrites, qui sont déjà un petit peu analysées. Oui, c'est ça. En fait, surtout la retranscription qui est très utile, avec certaines définitions de mots qui pouvaient faire l'objet
d'interprétations un petit peu différentes. Et bien sûr, il y a du travail en archive, mais là, c'est très difficile de savoir ce qu'on va trouver à l'avance. Oui, parce que si tu cherches dans les comptes, les comptabilités, tout ça, là, tu sais pas forcément ce que tu trouves, j'imagine. Des fois, on trouve rien du tout. Ça fait perdre du temps, mais c'est un petit peu... Par exemple, récemment, est-ce que tu peux peut-être nous raconter comment ça se passe quand tu vas en archive ? Alors là, je dois aller aux archives de National de France. Ouais. J'ai travaillé un petit peu sur les comptabilités. En fait, on demande des cartons. On repère des titres, par exemple, la liste des fournitures faites par un apothicaire au roi de France. Et on voit ce qu'on trouve. Sincèrement, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Parce que, par exemple, mon manuscrit du XVe siècle était pas recensé sur... On parlait pas du tout des parfums dans sa description. Ah oui, donc toi, t'as dû te dire, il y a peut-être des parfums, et tu demandes d'avoir le manuscrit, et c'est là où tu tombes dessus. C'est ça. Donc c'est pour dire, en fait, parce que, un peu dans mon idée de Passion médiéviste, qu'on a l'impression qu'on sait tout sur l'histoire, les archives, mais en fait, à chaque fois dans les épisodes, je me rends compte qu'il y a tellement d'archives encore à explorer, il y a encore tellement d'archives à décrire et tout ça, qu'on n'a pas fini d'étudier tout ça. Oui, il y a une grande masse qui n'est pas décrite du tout en fait dans les archives parce qu'elles ont souvent pas été forcément travaillées en tant que source indépendante, ça dépend vraiment. Et d'ailleurs, je crois qu'on a été un petit peu rapide sur ce que les apothicaires, et je veux bien que tu nous fasses un petit point en fait sur ce qu'était un apothicaire au Moyen-Âge et comment il travaillait, parce que aujourd'hui, on a un petit peu ce mot qui semble un petit peu désuet ou qu'on trouve encore parfois des apothicaires, mais à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement ce métier-là ? Alors les apothicaires, c'était à la fois des assistants médicaux puisqu'ils ils faisaient la conception de beaucoup de produits qui étaient utilisés en médecine, et c'était aussi des parfumeurs parce qu'on retrouve dans leurs manuscrits beaucoup de descriptions justement de substances odorantes. Et du coup, ça pouvait être des cosmétiques, des parfums. C'était vraiment eux en fait qui étaient les principaux agents, au moins au XVe siècle, de la création des parfums. Et du coup, bien sûr, liés aussi à la médecine, mais c'est vraiment entremêlé en fait. Beaucoup de produits qu'on utilise en médecine se retrouvent en parfumerie. Et justement, j'imagine que dans les archives, parfois, tu dois un petit peu chercher en creux des informations ou un peu travailler sur ce qui n'est pas écrit ou sur les silences, c'est ça ? Oui, alors on a plusieurs interprétations qui sont possibles de ces silences. Donc comme ce que j'ai dit, le fait que l'odeur soit naturellement mauvaise du corps, le fait que ce soit une représentation des personnes qui a été vraiment élue. Et on peut avoir aussi une interprétation, en fait, le fait que ce soit un mélange d'usage thérapeutique et d'usage esthétique. Donc le fait que ce soit vraiment entremêlé, on ne fait pas vraiment la différence. Est-ce qu'on utilise une substance parce qu'elle est thérapeutique ou parce qu'elle est odorante, comme pur ornement ? C'est difficile de le savoir. En fait, aussi à cette époque, on a vraiment une société qui est odoriphobe. Odoriphobe ? C'est-à-dire qu'elle cherche vraiment à couvrir les mauvaises odeurs ou à les effacer. Ah c'est vrai parce qu'on a parfois cette image pour Versailles ou quoi, mais là, il y avait aussi ça déjà à cette époque-là. Oui, en tant que vecteur de maladie, c'était vraiment quelque chose qui était important. Et c'est dans ces sociétés, le parfum était très valorisé, mais en même temps, on n'en parlait pas beaucoup, parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment digne d'intérêt, mais on retrouve quand même un souci de l'odeur dans les préparations que, par exemple, font les chirurgiens. Ils décrivent des dispositifs, des onguents qui ne sentent pas très bons, auxquels ils précisent qu'il faut rajouter telle odeur, du musc, par exemple, dans un dépilatoire qu'on utilisait, donc pour s'épiler. On trouve aussi des produits qui déconseillent parce que ça sent mauvais. Donc il y a un véritable souci de l'odeur, en fait, qui participe vraiment à la sociabilité de l'époque, à la mise en scène de soi. D'ailleurs, c'est comme les pommes d'ambre, qui vraiment, c'était un signe extérieur de richesse, parce qu'on en trouve dans les comptabilités, qui sont très très riches dans les rois de France, en métaux précieux, incrustés de pierreries. C'était un signe d'extérieur de richesse aussi, le parfum. Bon, je demandais qu'on m'offre ça pour mon anniversaire, alors une pomme d'ambre. Je voulais savoir aussi, Élodie, dans tes recherches, qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté ? Alors, c'est la dispersion des archives qui est parce très que, en fait, tu fais un jeu de pistes géant dans ton travail. C'est d'accepter que les informations soient noyées dans plein d'autres informations. Des fois, on trouve rien du tout. Il faut faire preuve d'inventivité pour trouver des sources. C'est-à-dire d'inventivité ? Réfléchir où est-ce qu'on pourrait potentiellement parler du parfum, en fait, en fonction de tout ce qu'on trouve, parce que, par exemple, dans les traités médicaux, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense du premier coup. Aussi, les traités sur les plantes, les herbes, on pense pas trouver des recettes à ce moment-là, dans ces endroits-là. Donc vraiment, il faut faire de la recherche qui est très pointilleuse, en fait, sur les comptabilités, les inventaires, tout ce qui est inventaire après décès. Par exemple, Agnès Sorel, dans ses inventaires qui ont été faits par ses exécuteurs testamentaires, on retrouve par exemple des objets qui sont en rapport avec le parfum, comme des fioles, de l'eau de rose. C'est vraiment des objets en fait qu'on retrouve et il faut penser à aller voir ces sources-là. Bon, donc ça veut dire que si quelqu'un nous écoute et fait des recherches sur le Moyen-Âge et a vu passer quelque chose sur les parfums dans ses recherches, il faut qu'il te contacte. C'est fait être utile, oui. Ah oui, donc voilà, appel général à toutes les voitures de si vous trouvez une référence au parfum ou un objet lié au parfum, on te contacte. Et alors, au contraire, est-ce que tu as déjà eu des bonnes surprises dans tes recherches ? Alors la surprise, c'est toujours de trouver une recette. Là, on s'y attend pas. Parce que ce sont des recettes qui sont parfois très précises, en fait. On donne la quantité, l'ordre dans lequel il faut les mettre. Et ça, quand on trouve là-dessus, c'est très gratifiant. Ou des descriptions liées aux odeurs.
Et est-ce qu'elles sont faisables aujourd'hui, ces recettes ? Alors, il y avait des produits dangereux dedans, qui sont parfois déconseillés. On a pour projet, en fait, de les reconstituer, mais c'est encore vraiment à l'étape de projet. Ça sera sûrement un petit peu adapté parce que c'était pas vraiment les mêmes odeurs que maintenant, quand même. Mais... Donc, le mercure, on évite, c'est ça ? Oui, le mercure, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, à l'époque, on avait une recette dépilatoire qui utilisait des produits dangereux et on considérait que c'était vraiment prêt quand on mettait une plume dedans et qu'elle perdait tous ses barbes. Et le chirurgien déconseillait d'utiliser ces produits, mais c'était utilisé. Donc oui, il y a des produits dangereux, des fois. Ah oui, donc tu vas, comme les gens au Moyen-Âge qui falsifient, toi tu vas falsifier, mais pour éviter que ce soit dangereux, quoi. Oui. Justement, alors, en arrivant dans la médiathèque, il y avait des livres qui étaient présentés à l'accueil sur les parfums et tout ça, mais forcément, il n'y avait pas beaucoup de choses sur le Moyen-Âge. Mais alors, est-ce que tu as peut-être des choses à nous conseiller, des lectures comme ça, accessibles et trouvables en librairie ou en médiathèque, sur le sujet ? Alors moi, je conseillerais les ouvrages d'Annick Le Guerrer, si on veut avoir une vue globale des parfums, d'histoire des parfums. Que, par exemple, Les pouvoirs de l'odeur et Le parfum des origines à nos jours, qui sont très intéressants, qui montrent les enjeux liés au parfum. Bien sûr, ça concerne plus l'époque contemporaine, mais ça a quand même vraiment une vision qui est d'ensemble, qui est assez intéressante. Et Alain Corbin, qui est très intéressant aussi, Le miasme et la jonquille. Et alors bon, je sais que c'est un petit peu tôt pour te demander ça, mais est-ce que toi, tu penses que ta thèse pourrait faire l'objet d'un livre peut-être ? J'espère, on verra. Parce que oui, j'en ai pas parlé de ça, mais toi, ta thèse, comment est-ce que tu la finances ? Du coup, est-ce que tu as eu un contrat doctoral ou est-ce que tu travailles ? J'ai un contrat doctoral, oui. Donc ça veut dire que tu as eu un contrat pour faire tes recherches, donc c'est quoi, c'est 3 ans, c'est ça ? C'est 3 ans, oui. Donc avec un salaire qui est versé par la région, qui est pratique. Oui. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont abandonné leur idée de thèse faute de financement. Oui, parce qu'en fait, c'est finalement assez rare. Enfin, je veux dire, bon, même si j'en ai pas mal dans ce podcast, mais les personnes avec une thèse financée, c'est pas toujours. Et donc, il faut savoir soit travailler à côté, soit trouver d'autres financements. Donc, tu as eu cette chance de pouvoir avoir ce contrat doctoral, mais effectivement, c'est pas facile pour tout le monde. Oui, je suis aussi un petit peu financée, du coup, par le projet de recherche dans lequel je suis. Pour mes déplacements, c'est eux qui remboursent. Pour finir ce podcast, c'est un peu la question rituelle. On a une question rituelle au début, on a une question rituelle à la fin. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier peut-être l'histoire sensorielle ou éventuellement, est-ce que tu as peut-être un conseil de sujet qui mériterait d'être plus étudié ? Donc là, c'est un petit peu comme si tu passais le témoin à quelqu'un de hop, voilà un sujet à étudier. Je dirais que mon conseil pour étudier l'histoire sensorielle, ça serait surtout de faire preuve d'ouverture d'esprit, de regarder d'autres domaines comme la sociologie, l'anthropologie pour nourrir sa réflexion. Et vraiment, aucun sujet n'est anodin ou futile si on a une vision assez large. Pour les sujets qui mériteraient d'être plus étudiés, je pense que les parfums au Moyen-Âge et au Moyen-Âge central, ça mériterait vraiment de faire l'objet d'une étude approfondie. Ça permettrait d'avoir d'ailleurs une vision beaucoup plus large de l'évolution des parfums. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les parfums au Moyen-Âge. Donc, merci beaucoup, Élodie Pierrard, et bonne continuation pour la suite de ta thèse. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci encore aux équipes de la médiathèque Bibliothèque Louis Aragon de Châtenay-Malabry d'avoir organisé l'enregistrement de cet épisode. Je tiens à remercier particulièrement Constance Barny et Gemma Voulant. Et bien sûr, je vais remercier aussi les auditeurs et auditrices fidèles qui m'ont aidé aujourd'hui et qui sont venus en nombre. Comme d'habitude, vous retrouverez sur mon site un article qui accompagne cet épisode avec des informations complémentaires et des conseils de lecture qu'on vous mettra pour aller plus loin. Et profitez d'être sur mon site pour aller aussi jeter un œil, et du coup une oreille aussi, aux autres épisodes du podcast. Donc voilà, sur plein de sujets différents, parce que là, ce dont on a parlé aujourd'hui, vous pouvez aussi aller écouter l'épisode sur la médecine. J'ai fait des épisodes sur les jardins aussi, en Toscane, donc sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Et n'hésitez pas aussi à aller écouter mes autres podcasts, parce que oui, je fais aussi Passion Antiquité sur l'Antiquité et Passion Moderniste sur l'époque moderne, c'est-à-dire 1500-1800. Merci encore beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute, et puis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut!